Landrace, au printemps de 1819, était une ville de promesses tenues et rompues dans le même souffle. L'air, épais de l'odeur de la fumée froide et de la terre humide, portait le son des roues de calèche sur les pavés mouillés, et le lointain carillon, plein d'espoir d'une cloche d'église. Pour la plupart, c'était une saison de renouveau, où l'on se débarrassait du manteau gris de l'hiver. Pour Adela Lanbury, ce n'était qu'un changement dans la qualité de la lumière, une lumière qui filtrait à travers les fenêtres sales de la maison de son oncle à Bloomsbury. La lumière était plus vive, oui, mais elle ne servait qu'à mieux éclairer les grains de poussière. Il dansait dans l'air silencieux et stagnant. Elle illuminait la cage. La maison elle-même semblait retenir son souffle. C'était un bâtiment haut et étroit, en briques autrefois à la mode. Elles étaient maintenant noircies par une couche permanente de suie de la ville. À l'intérieur, les meubles étaient lourds et sombres. Ils étaient recouverts de draps dans des pièces où l'on n'entrait jamais. Les horloges s'étaient arrêtées depuis longtemps. Leur silence était une déclaration plus profonde que n'importe quel tic-tac. La vie d'Adela se déroulait dans une petite suite de pièces à l'arrière de la maison. Elle donnait sur une parcelle de terrain moussu que son oncle appelait avec optimisme le jardin. Ce matin, comme tous les matins depuis 5 ans, depuis le décès de ses parents, commençait avec son oncle. Rupert Lanbury était un homme dont la présence semblait soustraire la chaleur d'une pièce. Il n'était pas grand, mais il se déplaçait avec un air d'importance contrariée. Ses épaules étaient perpétuellement voûtées, comme s'il portait le poids d'un monde qui n'avait pas su l'apprécier. Il entre dans son petit salon sans frapper. Il ne frappait jamais. C'était sa maison, un fait qu'il répétait avec la finalité lasse d'un catéchisme. Dans sa main, il tenait une longueur de tissu. C'était un gris terne et sans éclat, de la couleur d'une aile de pigeon, de l'eau de vaisselle, du désespoir. « Votre modiste a envoyé les matériaux pour votre nouvelle robe de jour », annonça-t-il. Sa voix était fine et sèche comme du vieux papier. Il drapa le tissu sur le dossier d'une chaise où il s'affaissa sans vie. « J'espère que c'est à votre satisfaction. » Ce n'était pas une question. Adela regarda le tissu, puis le visage de son oncle. Ses yeux, petits et pâles, avaient une lueur familière de satisfaction. Il appréciait ces petites cruautés quotidiennes. Elles étaient la substance de son pouvoir sur elle, l'habillé de couleurs qui vidaient son visage de toute vie. Insiste sur des styles démodés d'une décennie, maintenir ses cheveux en un chignon sévère et peu flatteur à la nuque. C'étaient les barreaux de sa cage, plus efficaces que n'importe quelle serrure ou clé. Ils étaient conçus pour la rendre invisible, pour la rendre banale, pour faire d'elle, aux yeux du monde, précisément ce qu'il disait à tout le monde qu'elle était. « Merci, mon oncle, » dit-elle. Sa voix était calme, égale. Elle avait appris il y a longtemps que les larmes étaient exactement ce qu'il voulait. La protestation était un sport. Le silence était son seul bouclier. « C'est très pratique. Le sens pratique est une vertu chez une jeune femme de votre position, » dit-il, les mots étant un léger reproche. La beauté se fane, le bon sens perdure. Il eut un sourire mince et sans vie. « Et vous avez beaucoup de bon sens, Adela. » Les mots non dits flottaient dans l'air entre eux, parce que vous n'avez pas grand-chose d'autre. Elle ne se regardait pas souvent dans le miroir. Quand elle le faisait, elle voyait une étrangère. Son oncle avait créé un visage pâle, de grands yeux sérieux de la couleur de la mousse après la pluie, et une silhouette perdue dans des pans de tissu morne. Mais sous l'artifice, elle savait. Elle connaissait la forme de son propre visage, la couleur auburne profonde de ses cheveux que son oncle insistait pour qu'elle poudre. Elle connaissait la droiture de sa colonne vertébrale. Elle était Adela Lanbury, fille d'un homme qui l'avait aimée et d'une femme qui lui avait appris à lire le grec. Elle n'était pas ce fantôme gris. Elle était simplement cachée. Plus tard ce jour-là, la lettre arriva. Elle ne fut pas apportée par un laquais, mais par un clerc d'un cabinet d'avocat. Un homme aux doigts tachés d'encre et à la toux nerveuse. Elle était adressée à son oncle. Adela regarda du haut des escaliers Rupert l'emporter dans son bureau. La seule pièce de la maison qui semblait vraiment habitée, sentant le brandy et la cire à cacheter. La porte se ferma avec un clic définitif. Elle savait de quoi il s'agissait. Depuis des semaines, il y avait des chuchotements, des conversations à voix basse, qui cessaient dès qu'elle entrait dans une pièce. Son oncle arrangeait un mariage pour elle. Ceci, elle le savait, était la fin du jeu. Son 24e anniversaire approchait. Et avec lui, les termes du testament de son père,
devenait une préoccupation pressante pour son tuteur, l'immense fortune des Lanbury. Sa fortune était détenue en fiducie. Une fiducie qui se dissoudrait et passerait entièrement entre ses mains à son mariage. Le plan de son oncle avait toujours été clair pour elle. Il l'isolerait, la rendrait indésirable pour tout homme de rang. Et puis, dans un acte de générosité apparente, il la marierait à l'une de ses créatures. Une comparse endettée qui permettrait à Rupert de continuer à gérer et à piller son héritage. Mais le nom qu'elle avait entendu n'était pas celui d'un comparse. C'était un nom qui résonnait de pouvoir et d'histoire. Un nom qui semblait incroyablement grand dans le silence miteux de la maison de son oncle. Chasewood. Le duc de Chasewood. Elle ne pouvait pas le comprendre. Un duc. Pourquoi un duc, n'importe quel duc, serait-il intéressé par un mariage avec la nièce banale et sans dot de Rupert Lanbury? Car c'était l'autre partie du mensonge. Son oncle avait fait savoir que la fortune de son père avait été presque entièrement perdue. Qu'elle n'était guère plus qu'un cas de charité. La porte du bureau s'ouvrit. Rupert sortit, un air de ruse triomphante sur le visage. C'était le regard d'un joueur d'échecs qui vient de coincer un roi. « Adela, » dit-il, sa voix plus douce que d'habitude. « Un moment de votre temps. » Elle le suivit dans le bureau. La pièce était dominée par un grand bureau en acajou. Sa surface était un chaos de papiers et de registres. Il lui fit signe de s'asseoir sur la chaise à dossier droit en face de lui. Il resta debout, un propriétaire arpentant son domaine. « J'ai des nouvelles, commença-t-il, joignant ses doigts. Des nouvelles de la nature la plus remarquable. J'ai été en négociation en votre nom pour assurer votre avenir. » Adela attendit. Le silence était une arme qu'elle avait appris à manier avec précision. Sa grâce, le duc de Chasewood, a fait une offre de mariage. Il prononça les mots avec emphase, comme s'il lui présentait une couronne. Elle soutint son regard. « Pourquoi ?» La simple question sembla le désarmer. Il cligna des yeux. « Pourquoi, ma chère enfant, on ne remet pas en question une telle fortune? Le duc a besoin d'une femme, d'une duchesse. Vous êtes de bonne famille, de lignée respectable. C'est une alliance des plus convenables. Il ne m'a jamais rencontré, déclara-t-elle. Ce n'était pas une accusation, simplement un fait. De telles affaires sont souvent arrangées entre hommes d'affaires, dit Rupert d'un ton dédaigneux. Sa grâce est un homme sérieux. Il n'est pas intéressé par les frivolités d'une saison londonienne. Il apprécie la discrétion, la modestie, une nature calme. Adela traduisit les mots dans sa tête. On lui a dit que je suis banale. On lui a dit que je suis douce. On lui a dit que je ne ferai aucune demande. Et il avait accepté. Un homme si las du monde qu'il choisirait volontiers une femme grise et silencieuse pour être la maîtresse de sa maison et la mère de ses héritiers. Une femme qui ne le dérangerait pas avec des opinions, des rires ou de la lumière. Et la dot, demanda-t-elle, sa voix toujours calme. Une lueur d'agacement dans ses yeux. Un arrangement convenable a été conclu. Vous n'avez pas à vous soucier des détails. Son propre argent. Il utilisait son propre héritage comme monnaie d'échange. Une dot pour acheter une couronne ducale à une nièce qu'il avait systématiquement essayé de briser. L'ironie était si amère qu'elle eut presque envie de rire. Mais l'implication du duc changeait l'équation. Épouser un duc n'était pas la même chose que d'être enchaîné à la marionnette de son oncle. Un duc avait son propre pouvoir, son propre monde. Un monde loin de cette maison poussiéreuse de Bloomsbury. Un monde dans lequel Rupert Lanbury n'aurait aucune place. Ce n'était pas le piège que son oncle avait l'intention de tendre. C'était une évasion dangereuse, inconnue, terrifiante, mais une évasion néanmoins. Une fois les papiers signés, une fois les vœux prononcés, elle serait libre. La fiducie se dissoudrait. L'argent, son argent, serait à elle. Elle serait la duchesse de Chasewood. Elle aurait un nom, une position, une vie à elle. Tout ce qu'elle avait à faire était de jouer le rôle que son oncle avait écrit pour elle, juste un peu plus longtemps. Je vois, dit-elle, ses yeux baissés sur ses mains jointes sur ses genoux. Elle se fit paraître petite, dépassée. C'est un grand honneur, mon oncle. Le soulagement sur son visage était palpable. Il s'était attendu à une dispute, peut-être. Des larmes. Il ne comprenait pas qu'elle le combattait chaque jour depuis 5 ans, dans la forteresse silencieuse de son propre esprit. C'en est un, convint-il, son ton magnanime revenant. Tu seras une duchesse, Adela. J'ai bien fait pour toi. Tu as fait ça pour toi-même, pensa-t-elle. Mais tu as fait une grave erreur de calcul. Tu penses vendre un moineau brisé, mais tu viens d'ouvrir la cage d'un aigle.
Elle se leva de la chaise. « Si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais être seul pour contempler ma bonne fortune. » Il hocha la tête, satisfait de sa docilité apparente. « Bien sûr, ma chère, bien sûr. » Elle sortit de la pièce, le dos droit, ses pas mesurés. Elle ne courut pas, elle ne pleura pas. Elle alla dans sa chambre, ferma la porte et se tint devant la fenêtre, regardant la parcelle de verdure. Pour la première fois en 5 ans, cela ne ressemblait pas à une cour de prison. Cela ressemblait à la promesse d'autres jardins, de pelouses plus larges. Un horizon qui n'était pas limité par un mur de briques taché de suie. Le duc de Chazewood pensait épouser une ombre. Il allait être très très surpris. Pearl Ramsay, le 8e duc de Chazewood, se tenait dans la bibliothèque de sa résidence londonienne. Un verre de clairet intact était posé sur la cheminée à côté de lui. La pièce était un sanctuaire d'ordre et de silence. Des livres reliés en cuir sombre et estampillés d'or montaient du sol au plafond. Le feu brûlait doucement dans le grand âtre, un cœur calme et constant au centre de la maison. C'était le monde qu'il comprenait. Un monde de logique, d'histoire, de choses qui pouvaient être connues et classées. Le monde à l'extérieur de cette pièce était une toute autre affaire. C'était un endroit chaotique, bruyant, illogique. Il était peuplé de mères marieuses et de débutantes séductrices. Un monde où la valeur d'un homme se mesurait à la coupe de son manteau et à la taille de son titre. Pearl avait 32 ans et il en était profondément las. Son homme d'affaires, M. Albright, un homme sec et précis, qui avait servi son père avant lui, venait de partir. Il avait apporté les articles de mariage signés. C'était fait. Dans 15 jours, il serait marié à une mademoiselle, Adela Lanbury. Il prit le portrait miniature qu'Albright avait obtenu sur son insistance de l'oncle de la mariée. C'était une piètre chose, l'œuvre d'une main malhabile. L'artiste avait capturé un visage pâle et solennel, dominé par de grands yeux ombragés. Les cheveux étaient tirés en arrière, la robe une tache informe de gris. L'expression était celle d'une résignation vide. Il n'y avait pas de vie dedans, pas d'étincelle. On lui avait dit qu'elle était banale. Le portrait le confirmait certainement. Plus que banale, insignifiante. « Ce n'est pas un diamant de la plus belle eau, votre grâce », avait dit Albright avec son tact habituel. Son oncle l'a décrit comme modeste, réservée, une jeune femme au goût simple et au tempérament calme. « Est-elle en bonne santé ?» avait demandé Pearl. C'était la seule question qui comptait vraiment. Robuste, m'assure-t-on, et la famille est saine. Les Lanbury sont de la vieille noblesse terrienne. L'argent vient du commerce depuis 2 générations, mais le nom est respectable, c'était suffisant. Pearl ne désirait pas une belle épouse. La beauté, selon son expérience, était exigeante. Elle nécessitait de l'admiration, de l'attention, une réassurance constante. Elle venait avec une suite de flatteurs et un calendrier rempli d'obligations sociales. Il l'avait vue avec la seconde épouse de son propre père, une beauté célèbre qui avait rempli Chazewood House de bruit et de gens, le poussant plus profondément dans le refuge silencieux de la bibliothèque. Il voulait la paix. Il voulait une duchesse qui gérerait sa maisonnée avec une efficacité discrète, qui produirait un héritier sans histoire, et qui le laisserait à ses livres et à la tâche considérable de gérer ses vastes domaines. Thorncraft, son domaine principal dans le Kent, avait un besoin urgent d'attention. Ses fermes étaient négligées. Les chaumières de ses tenanciers tombaient en ruine après des années de dépenses prodigues de son père. C'était là que se trouvait son devoir. C'était là qu'il voulait être. Les rumeurs avaient déjà commencé à circuler dans les clubs et les salons. Que le duc de Chazewood, froid et reclus, se mariait enfin. Et qu'il épousait une inconnue. Une laide inconnue, chuchotaient certains. Un bas bleu, une vieille fille. Laissez-les parler. Leurs opinions avaient moins que pas de sens pour lui. Il prenait une décision pratique, une transaction. Il fournirait le nom, la sécurité, la position. Elle fournirait une duchesse, un héritier, et surtout, une fin à l'incessante et épuisante affaire du marché du mariage. Son oncle avait assuré à Albright que mademoiselle Lanbury était aussi désireuse d'une vie tranquille que lui. Cela semblait une équation parfaitement équilibrée. Il posa la miniature, sa décision prise. Il n'avait pas besoin de la voir avant le mariage. Cela ne ferait que créer une gêne, une fausse intimité qu'il n'avait aucune envie de jouer. Ils se rencontreraient à l'hôtel, prononceraient les vœux qui lieraient leur vie, puis commenceraient l'affaire d'être mariés. C'était un contrat. L'émotion n'y avait pas sa place.
Il regarda autour de la bibliothèque, la compagnie silencieuse et fidèle de ses livres. Il n'était pas un homme froid, pas vraiment, mais la chaleur qu'il possédait était enfouie profondément, protégé par des années de déception et un profond sens du devoir qui ressemblait souvent plus à un fardeau. Son jeune frère, Edward, avait été le charmant, celui qui se déplaçait dans le monde avec une grâce facile. Mais Edward était parti, emporté par une fièvre au Portugal 2 ans plus tôt, et le poids du duché s'était entièrement abattu sur les épaules de Pearl. Il avait le devoir de se marier, d'assurer la lignée. Il ferait son devoir. Il épouserait la banale Mademoiselle Lanbury, et en retour, il aurait sa paix. C'était un juste prix, il en était certain. Les 2 semaines passèrent dans un tourbillon d'arrangements juridiques et de préparatifs discrets. Adela ne voyait son oncle que fugitivement. Il était occupé, disait-il, à régler ses affaires. En vérité, il extrayait jusqu'au dernier shilling qu'il pouvait du domaine avant d'en perdre le contrôle. Adela s'en moquait. Laissez-le avoir ses miettes. Elle était sur le point d'hériter d'un royaume. La modiste allait et venait, ajustant la robe de mariée grise sous l'œil vigilant de Rupert. C'était une robe sévère, à col haut, avec de longues manches, conçue pour cacher plutôt que pour révéler. La seule concession à l'occasion était le tissu, une soie lourde qui bruissait comme des feuilles sèches, et le voile. Le voile était d'une dentelle épaisse et opaque, un véritable linceul. Une mariée doit être modeste devant son mari, avait déclaré Rupert, tenant la dentelle à la lumière. Il y aura bien assez de temps pour faire connaissance plus tard. Adela savait que le voile servait un autre but. Il garderait son visage caché jusqu'au tout dernier moment, assurant que le duc ne puisse pas se dédire, assurant que le contrat soit scellé. Son oncle ne laissait rien au hasard. Le dernier soir dans la maison de Bloomsbury, Adela fit elle-même une petite malle. Elle ne mit pas les robes grises, ni les châles ternes. Elle emballa les quelque chose qui était vraiment à elle, une petite collection de livres, le médaillon de sa mère et un portefeuille de dessins qu'elle avait fait en secret. Des croquis architecturaux de maisons imaginaires, lumineuses et ouvertes sur le ciel. Elle emballa les outils de sa propre rébellion silencieuse. En fermant le couvercle, un étrange sentiment de calme s'installa en elle. Elle se tenait au bord d'un précipice, et elle ne savait pas si le gouffre en dessous contenait la ruine ou le salut. Mais l'air qu'elle respirait était, pour la première fois, l'air de la liberté. Demain, elle deviendrait la duchesse de Chasewood. Demain, le fantôme que son oncle avait créé disparaîtrait et Adela Lanbury entrerait enfin dans la lumière. Nous allons faire une très courte pause. Si vous ne voulez pas manquer les nouvelles histoires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Le mariage eut lieu à St. George's Hanover Square. Mais cela ressemblait moins à un événement mondain qu'à une transaction clandestine. L'église était caverneuse et vide, à l'exception des parties nécessaires. Pearl se tenait à l'autel, droit comme un i dans un manteau de laine super fine bleu foncé. À côté de lui, se trouvait un cousin éloigné qui lui servait de témoin. De l'autre côté se tenait Adela, une mince silhouette grise avec son oncle à son coude. Sa main agrippait son bras un peu trop fort. La redoutable grand-mère du duc, la duchesse douairière de Chasewood, était assise seule au premier rang, son expression illisible. Adela traversa la cérémonie comme dans un rêve. La voix de l'évêque bourdonnait, les mots du service, anciens et impersonnels. Elle fit ses réponses d'une voix claire et basse, le son étant étonnamment fort dans le silence résonnant. À travers la maille épaisse de son voile, le monde était un flou de pierre et d'ombre. Elle ne pouvait voir le duc que comme une silhouette grande et imposante. Il était un étranger, son mari. Quand vint le moment de l'échange des anneaux, sa main était fraîche et ferme alors qu'il glissait la lourde bague en or à son doigt. Sa propre main trembla légèrement lorsqu'elle plaça une bague sur la sienne. Le contact fut bref, impersonnel, le seul contact physique qu'ils avaient partagé. « Je vous déclare maintenant mari et femme », déclara l'évêque. Il s'éclaircit la gorge. « Votre grâce, vous pouvez saluer votre épouse. » C'était le moment, le dévoilement. Pearl se tourna vers elle. Il se déplaça avec une grâce délibérée, presque réticente. Il accomplissait, on le lui avait dit, un devoir. Il tendit la main vers son voile. Le silence dans l'église était absolu. 1 seconde. 2 secondes. Rupert retint son souffle. La dentelle se souleva. Pendant un instant, Pearl ne réagit pas. Il resta simplement là, ses mains tenant les bords du voile, son regard fixé sur son visage.
Adela le regarda droit dans les yeux. Elle ne sourit pas, elle ne rougit pas, ni ne détourna le regard. Elle soutint simplement son regard, lui permettant de la voir vraiment pour la première fois. Le visage devant lui n'était pas celui de la miniature. Pas même de loin. L'artiste n'avait pas été simplement malhabile. Il avait été un menteur, ou on lui avait ordonné de mentir. La femme qu'il venait d'épouser n'était pas une fille banale et insignifiante. Son visage était un ovale parfait, sa peau pâle et lumineuse dans la lumière aqueuse filtrant à travers les vitraux. Ses sourcils étaient délicatement arqués au-dessus de grands yeux intelligents. Pas les vides ombragés du portrait, mais un vert clair et profond, comme la mousse dans une clairière forestière. Sa bouche, que le peintre avait rendue comme une ligne mince et sinistre, était pleine et magnifiquement dessinée. Et ses cheveux, libérés de leur chignon sévère et arrangés pour le mariage, n'étaient pas d'un brun terne, mais d'un auburn riche et vibrant, captant la lumière comme des fils de cuivre poli. Elle n'était pas seulement pas laide, elle était, selon tous les critères, une femme d'une beauté à couper le souffle. Une vague de choc, froide et vive, le submergea. Il sentit le sang se retirer de son visage. Il avait été un imbécile colossal et sans méfiance. C'était un piège, une tromperie de premier ordre. Il avait contracté pour un cheval de trait, et on lui avait présenté un pur sang. Et les purs sangs, comme il ne le savait que trop bien, n'étaient jamais paisibles. Ses yeux, brun foncé, et soudain durs comme la pierre, se plissèrent. Le choc se mua en suspicion, puis en une rage froide et silencieuse. Il regarda son visage, puis son oncle, qui rayonnait maintenant. Un sourire graisseux et suffisant était plaqué sur son visage. Puis il la regarda de nouveau. Faisait-elle partie de ce complot? Cette créature silencieuse et belle au regard troublant de fixité. S'était-elle moquée de lui pendant tout ce temps? La vieille fille douce et réservée. C'était une farce. Il laissa tomber le voile. Il ne l'embrassa pas. Il se tourna vers l'évêque, son visage un masque de contrôle de fer. Les documents sont signés. Nous en avons terminé ici. Le voyage vers Thorncraft se fit dans la voiture de voyage du duc. Un grand véhicule bien suspendu qui avalait les kilomètres avec une efficacité silencieuse. Cela aurait pu être confortable. Au lieu de cela, ce fut une chambre de torture silencieuse. Pearl était assis en face d'Adela, les bras croisés sur sa poitrine, la mâchoire serrée. Il ne lui avait pas adressé un seul mot depuis qu'ils avaient quitté l'église. Il regardait par la fenêtre, son expression sombre, comme si les collines ondulantes de la campagne du Kent étaient un affront personnel. Adela était assise dans son propre coin, les mains jointes sur ses genoux. La soie grise de sa robe de mariée ressemblait à un costume d'une pièce qui s'était mal terminée. Elle comprenait son choc. Elle l'avait anticipé. Mais elle n'avait pas été préparée à la force glaciale de sa colère. Il se sentait trahi. Il pensait qu'elle l'avait trompé. Elle pourrait expliquer. Elle pourrait lui parler de son oncle, des années de subjugation silencieuse, des robes ternes et des mensonges. Mais comment le pourrait-elle? Se défendre serait accuser son propre tuteur le jour de son mariage. Cela sonnerait comme une fabrication désespérée et intéressée, et elle ne supplierait pas. Elle ne s'était pas échappée d'une cage pour plaider la gentillesse dans une autre. Alors elle resta silencieuse. Elle regarda le paysage défiler. Des champs verts, des haies bien taillées, les premières fleurs du printemps sur les pommiers. C'était magnifique, un monde de couleurs et de vie. Et pourtant, à l'intérieur de la voiture, l'air était épais d'un hiver qui refusait de se terminer. Ils arrivèrent à Thorncraft à la tombée de la nuit. La maison était magnifique. Ce n'était pas un palais classique et symétrique comme tant de résidences ducales. C'était une maison plus ancienne. Un vaste manoir Tudor de pierre couleur miel et de bois sombre, avec des fenêtres à meneaux qui scintillaient comme 1000 yeux dans la lumière déclinante. On aurait dit qu'elle n'avait pas été construite, mais qu'elle avait poussé de la terre même sur laquelle elle se tenait. Elle semblait vivante. Le personnel de la maison était rassemblé dans le grand hall pour accueillir leur nouvelle duchesse. Une gouvernante âgée et sévère, Madame Graves, se tenait à leur tête, les mains jointes à la taille. Ils la dévisageaient, leur visage un mélange de curiosité et d'appréhension. Eux aussi avaient entendu les rumeurs. Ils s'attendaient à la mariée banale et effacée. Adela sortit de la voiture, le dos droit. Elle avait retiré le voile oppressant. Elle rencontra leur regard avec la même dignité tranquille,
avec laquelle elle avait rencontré celui de son mari. Un faible murmure parcourut le personnel. Pearl passa devant elle sans un mot et entra d'un pas décidé dans la maison. « Madame Graves, dit-il, la voix sèche, on montrera à sa grâce les appartements de la duchesse. Je serai dans mon bureau. » Il ne regarda pas Adela. Il ne la présenta pas. Il l'abandonna simplement sur le seuil de sa nouvelle maison, devant son nouveau personnel. L'insulte était publique, délibérée et profondément blessante. Adela sentit une bouffée de chaleur lui monter aux joues, mais elle garda la tête haute. Elle se tourna vers la gouvernante. Les yeux de Madame Graves, vifs et intelligents, l'évaluèrent d'un seul regard rapide. « Votre grâce, » dit la gouvernante, sa voix étonnamment douce, alors qu'elle faisait une petite révérence. « Bienvenue à Thorncraft-Oft, si vous voulez bien me suivre. » Les appartements de la duchesse étaient magnifiques. Une suite de pièces dans l'aile est avec un grand lit à baldaquin. Un salon avec une cheminée et des fenêtres donnant sur un vaste jardin à la française. Ces motifs complexes étaient à peine visibles dans le crépuscule. C'était un boudoir de princesse et une prison. Ces malles avaient été montées. Une jeune femme de chambre aux yeux grands et curieux attendait pour l'aider à déballer. « Quel est votre nom ?» demanda Adela, sa voix ferme. « Agnès. Votre grâce, » murmura la jeune fille en faisant une révérence. « Merci, Agnès. Vous pouvez m'aider à retirer cette robe. Ensuite, j'aimerais un bain et un souper simple ici dans mes appartements. » Elle ne descendrait pas pour le dîner. Elle ne s'assiérait pas en silence à l'autre bout d'une longue table polie, face à un homme qui la méprisait. La bataille avait commencé, et la première règle de la guerre était de choisir son terrain. Ce soir, cette pièce était son terrain. Plus tard, alors qu'elle était allongée dans l'énorme lit, le lin fin frais contre sa peau, Adela s'autorisa un moment de faiblesse. Une seule larme traça un chemin sur sa tempe et dans ses cheveux. Il la prenait pour une menteuse, une belle et intrigante menteuse. Le plan de son oncle avait échoué, mais il avait réussi à empoisonner son évasion. Elle avait gagné sa liberté de lui, pour se retrouver enchaînée au mépris d'un étranger. Elle se tourna sur le côté, face à la pièce sombre et inconnue. La maison était silencieuse autour d'elle. On aurait dit qu'elle observait, qu'elle attendait. Elle avait survécu 5 ans avec Rupert Lanbury. Elle survivrait au duc de Chasewood. Elle le devait. Elle ferma les yeux et, par pure force de volonté, tomba dans un sommeil épuisé et sans rêve. Les jours à Thorncraft-Oft s'installèrent dans une routine étrange et tendue. Adela et Pearl vivaient dans la même maison, sous le même toit, mais comme 2 planètes sur des orbites séparées, maintenues ensemble uniquement par la gravité invisible de leurs vœux. Ils se voyaient au repas, qu'ils prenaient dans une salle à manger caverneuse, à une table si longue qu'ils auraient aussi bien pu être dans des pièces différentes. Leur conversation était excessivement polie et totalement dénuée de sens. « Le thé est-il à votre goût, votre grâce ? Il est excellent. Merci. Le courrier de Londres est arrivé. » En effet, le duc passait ses journées, soit enfermé dans son bureau, avec son régisseur, soit à cheval, à travers ses terres, le visage figé dans un masque sombre. Il l'évitait. C'était clair. C'était un homme confronté à un problème qu'il ne savait pas comment résoudre, et il avait donc choisi de l'ignorer. Adela, cependant, refusa d'être ignorée. Elle était la duchesse de Chasewood. C'était sa maison maintenant, et elle n'y serait pas un fantôme. Le 3e matin, elle descendit dans la salle à manger avant lui. Un laquais mettait 2 couverts aux extrémités opposées de la vaste étendue d'acajou brillant. « Bonjour Thomas, » dit-elle. « À partir de maintenant, nous prendrons nos repas à cette extrémité de la table. » Elle indiqua l'extrémité la plus proche du feu. « Veuillez mettre 2 couverts côte à côte. » Le laquais la regarda, la bouche légèrement entr'ouverte. « Côte à côte, votre grâce. »« Oui, » dit-elle, d'un ton agréable mais ferme. « Il semble que ce soit un grand gaspillage de chaleur de s'asseoir si loin du feu, n'est-ce pas ?» Quand Pearl entra dans la pièce, il s'arrêta net. La table avait été remise comme elle l'avait demandé. Adela était déjà assise, un livre ouvert à côté de son assiette. Elle leva les yeux et rencontra son regard. « Bonjour, votre grâce, » dit-elle calmement. « J'espère que vous avez bien dormi. » Il resta là un long moment, son expression illisible. Elle vit une lueur de quelque chose dans ses yeux, de l'agacement, de la surprise. Il était en train d'être manœuvré, et il le savait. Mais objecter serait s'engager, admettre que la disposition des sièges avait de l'importance. Ce serait un aveu d'hostilité. Il fit un signe de tête raide et formel,
et prit le siège à côté d'elle. La proximité était surprenante. Elle pouvait sentir l'odeur du savon et du linge propre de sa cravate. Elle pouvait voir les fines lignes au coin de ses yeux bruns foncés. Le silence entre eux n'était plus distant et résonnant. Il était proche, chargé et profondément inconfortable. Il ne prononça pas un mot pendant tout le repas. Mais il s'était assis. C'était une victoire, une petite, mais une victoire néanmoins. Adela commença à explorer la maison. Thorncraft était un labyrinthe de couloirs, de galeries et de pièces oubliées. C'était une maison qui renfermait des siècles de secrets. Elle trouva le chemin de la bibliothèque. Elle était encore plus grande que celle de Londres. Une magnifique pièce sur 2 étages avec une galerie courant au niveau supérieur. Elle sentait le cuir, la cire d'abeille et le temps. C'était son sanctuaire. Elle savait qu'elle empiétait, mais les livres l'appelaient. Elle passa ses doigts sur leur dos, lisant les titres. Histoire, philosophie, science, poésie. Et sur les étagères inférieures, une grande collection d'ouvrages sur l'agriculture, l'ingénierie et l'architecture. Elle commença à y passer ses après-midi. Elle choisissait un livre et s'installait sur un siège de fenêtre, se perdant dans ses pages. Elle faisait attention à ne pas déranger les papiers du duc, qui étaient disposés en piles nettes sur une table massive. Elle était une présence silencieuse et discrète, mais elle était là. Un après-midi, il la trouva là. Il était entré si silencieusement qu'elle ne l'avait pas entendu. Elle leva les yeux de son livre, un traité sur le design palladien, pour le trouver debout près de la cheminée, l'observant. Son expression n'était pas en colère, simplement observatrice. « Vous trouvez la collection à votre goût » demanda-t-il. Sa voix était basse, formelle. « Elle est magnifique » dit-elle honnêtement. « Je n'ai jamais vu autant de livres en un seul endroit. » Il inclina la tête. Mon arrière-grand-père était un collectionneur. Il s'approcha de la table où elle était assise. Il jeta un coup d'œil au livre ouvert. Palladio, un choix ambitieux. « J'aime l'architecture » dit-elle. Sa logique. La façon dont une structure peut créer non seulement un abri, mais un sentiment. De l'espace, de la lumière. Il la regarda alors, d'un long regard scrutateur. Mon père s'intéressait peu à de telles choses. Il préférait dépenser son argent en chevaux de course. Il y avait une pointe d'amertume dans sa voix. « Thorncraft est une belle maison » dit-elle doucement. « Elle a de merveilleuses os. » Quelque chose bougea au coin de sa bouche. Pas tout à fait un sourire, mais presque. Les os sont solides. C'est la peau qui pose problème. Le toit fuit dans 3 ailes. Il y a de la pourriture sèche dans la galerie ouest, et les fermes des tenanciers rapportent la moitié de ce qu'elles devraient. Il lui parlait, non pas comme à une duchesse, non pas comme à une étrangère suspecte, mais comme à une personne. Il partageait le poids de son fardeau avec elle. « C'est une grande entreprise, dit-elle, sa voix pleine d'une sympathie qu'elle savait qu'il n'accueillerait pas, mais ne pourrait nier. « C'est mon devoir, dit-il, son masque de détachement froid se remettant en place. Il se tourna et se dirigea vers le grand bureau qui était son poste de commandement. La conversation était terminée, mais elle avait eu lieu. Une fissure était apparue dans le mur de glace entre eux. Quelques jours plus tard, Adela se promenait dans les jardins, ou ce qu'il en restait. Les parties formelles étaient envahies par les mauvaises herbes, les fontaines sèches et fissurées. C'était un lieu de grandeur passée, de triste et belle décadence. Elle dessinait dans son carnet, réimaginant les lignes du jardin, quand elle vit un petit enfant, pas plus de 7 ans. Il était assis sur le bord d'un banc de pierre en ruine, en train de pleurer. C'était un petit garçon sale en culotte rapiécée, clairement le fils d'un tenancier ou d'un domestique. Il se tenait le genou, où une longue éraflure sanglante se formait. Adela ferma son carnet de croquis et alla vers lui. « Bonjour » dit-elle doucement. « On dirait une vilaine chute. » Le garçon leva les yeux, ses yeux grands de peur. On lui avait dit, sans doute, de rester à l'écart de la grande maison, et surtout de sa nouvelle et mystérieuse maîtresse. Il se leva d'un bond, prêt à s'enfuir. « Tout va bien, » dit-elle, sa voix calme et apaisante. « Tu n'as pas besoin de courir. Laisse-moi voir. » Elle s'agenouilla sur le chemin de gravier, ignorant la fine laine de sa robe de marche. Elle sortit un mouchoir propre de sa poche. « Ça pourrait piquer un peu », prévint-elle avant de tamponner doucement la saleté de la blessure. Le garçon tressaillit, mais resta immobile, la regardant avec une sorte d'admiration. « Voilà, » dit-elle quand elle eut fini. « C'est mieux. Maintenant, quel est ton nom ?»« Tom, marmonna-t-il. Mon père est le jardinier en chef.
Eh bien, Tom, je pense que tu as été très courageux. Elle sourit, un vrai sourire chaleureux. Maintenant, tu ferais mieux de filer. Mais essaye de rester loin de cette marche cassée, d'accord? Il hocha la tête, lui jeta un dernier regard aux yeux écarquillés, puis s'éloigna en courant, ses larmes oubliées. Adela se leva et épousta ses jupes. Quand elle se retourna, elle vit le duc. Il se tenait près de l'entrée de la roseraie, à peut-être 50 pieds de distance. Il devait avoir vu toute la scène. Il ne bougea pas, ne parla pas. Il la regardait simplement, son visage une étude d'immobilité. Puis, sans un signe de tête ou de reconnaissance, il se retourna et retourna vers la maison. Ce soir-là, au dîner, le silence semblait différent. Il était moins hostile, plus contemplatif. Alors qu'ils finissaient leur soupe, il parla. Le garçon, Tom, sa mère a été malade. Adela leva les yeux, surprise. Je suis désolé de l'apprendre. Madame Graves apporte un bouillon à leur chaumière chaque jour. Mais la jeune Agnès me dit que vous avez envoyé un pot de miel des cuisines cet après-midi. Adela sentit une rougeur monter à ses joues. Elle n'avait pas voulu qu'il le sache. Le miel est bon pour la toux, dit-elle simplement. Il la regarda, ses yeux sombres scrutant son visage. Il essayait de réconcilier la femme qui s'agenouillait dans la poussière pour soigner le genou écorché d'un enfant avec la beauté intrigante qu'il l'imaginait être. Les deux images ne coïncidaient pas. C'était un homme de logique, et les preuves commençaient à contredire sa conclusion initiale. C'était une gentillesse, dit-il, les mots sonnant raides et inhabituels sur sa langue. Ce n'était rien, répondit-elle, mais c'était quelque chose. Elle le savait, et il le savait. C'était une autre petite fissure dans la glace. Une semaine plus tard, Pearl était dans son bureau tard dans la nuit, luttant avec une série de comptes qui refusaient de s'équilibrer. La comptabilité chaotique de son père était un cauchemar. Il était fatigué, et un mal de tête commençait à lui marteler les tempes. On frappa doucement à la porte. « Entrez » appela-t-il, sa voix rauque de fatigue. Adela entra. Elle portait une simple robe de chambre en velours bleu profond, ses cheveux auburnes en une longue tresse sur son épaule. Dans ses mains, elle portait un plateau d'argent avec une seule tasse dessus. « J'ai vu la lumière sous votre porte, dit-elle, sa voix basse, pour ne pas réveiller la maison endormie. Je pensais que vous travailliez encore. J'ai demandé à Madame Graves du thé à la camomille. » Elle posa le plateau sur le bord de son bureau, à côté d'une montagne de paperasse. L'odeur de la vapeur, parfumée et apaisante, s'éleva dans l'air. Il la dévisagea. Son premier instinct fut la suspicion. Que voulait-elle? Quelle était cette nouvelle tactique? Mais ensuite, il regarda son visage. Il n'y avait aucun artifice. Son expression était celle d'une préoccupation sincère. Elle avait l'air aussi fatiguée que lui. « Merci », dit-il. Les mots sortirent plus doucement qu'il ne l'avait prévu. « Vous travaillez trop », dit-elle. Ce n'était pas une critique, juste une observation. Elle fit un geste vers les piles chaotiques de registres. « Est-ce l'héritage de mon beau-père » Il eut un rire court et sans humour. Entre autres choses, il avait un talent pour dépenser de l'argent et un génie pour ne pas noter où il allait. Elle vint se tenir à côté de sa chaise, regardant les papiers. « Puis-je » Il hésita une fraction de seconde, puis hocha la tête. Elle prit un registre, ses doigts étonnamment agiles alors qu'elle feuilletait les pages. « Mon père était un marchand avant d'hériter du domaine de mon grand-père, » dit-elle, presque pour elle-même. « Il m'a appris la comptabilité en partie double. » Il disait que c'était plus utile pour une femme que la broderie. Elle pointa une colonne de chiffres. « Voici votre erreur. Vous avez reporté cette somme comme un débit alors que c'était un crédit de la vente de bois. » Il se pencha plus près, suivant son doigt. Elle avait raison. Les chiffres, qui avaient été un fouillis sans signification pour son cerveau fatigué, se mirent soudainement en place. Il les avait fixés pendant 1 heure et ne l'avait pas vus. « Comment avez-vous »« Je vous l'ai dit » dit-elle, un léger sourire effleurant ses lèvres. « J'aime la logique. » Il leva les yeux vers elle. Il se tenait très près. Il pouvait voir la légère poussière de taches de rousseur sur l'arête de son nez. Il pouvait sentir l'odeur propre et fraîche de ses cheveux. Son mal de tête avait disparu. À sa place, il y avait une chaleur étrange et inconnue, qui se propageait dans sa poitrine. Cette femme était sa femme. Elle n'était pas une intrigante. Elle n'était pas une beauté frivole. Elle était intelligente. Elle était gentille. Elle était capable. Et il l'avait traitée avec rien d'autre qu'un mépris froid et suspicieux, depuis le moment où il avait posé les yeux sur elle.
Une vague de honte, profonde et vive, le submergea. « Adela » dit-il. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Elle rencontra son regard. L'air dans la pièce devint épais, chargé de toutes les choses qui n'avaient pas été dites entre eux depuis des semaines. « Ja » commença-t-il, mais il ne savait pas comment finir. Comment s'excuser pour sa grossièreté, pour sa cruauté, pour s'être si profondément, si totalement trompé sur elle. L'horloge de la bibliothèque, que le personnel avait remontée à sa demande, se mit à sonner minuit. 12 coups lents et résonnants, qui mesuraient le passage d'un jour à l'autre, qui mesuraient le passage d'une ère de leur mariage à une autre. Quand le dernier coup s'estompa, elle dit simplement « Vous devriez vous reposer, votre grâce ». Elle se tourna et quitta la pièce aussi silencieusement qu'elle était entrée, le laissant seul avec la tasse de thé qui refroidissait et la réalisation soudaine et surprenante que sa vie soigneusement construite, paisible et sans émotion, était sur le point de devenir très compliquée. Il commençait à ressentir quelque chose pour sa femme, et cela ressemblait dangereusement à de l'admiration. Le dégel, une fois commencé, s'accéléra. Pearl se retrouva à la chercher, inventant des raisons d'être en sa compagnie. Il lui demandait son avis sur les plans d'un nouveau système de drainage pour les champs de basse altitude, et elle offrait des aperçus étonnamment pratiques. Il lisait de la poésie à voix haute dans la bibliothèque le soir, et elle écoutait, les mains occupées par un carnet de croquis, un public silencieux et appréciateur d'une seule personne. Il apprit le paysage de son visage, la façon dont son front se plissait de concentration quand elle lisait, le petit sourire qui jouait sur ses lèvres quand elle était amusée, le calme profond et clair de ses yeux quand elle était pensive. Il apprit que son silence n'était pas de la docilité, mais de la force. C'était l'assurance de quelqu'un qui connaissait son propre esprit et n'avait pas besoin de crier pour être entendu. Il commença à comprendre que la femme qu'il avait épousée n'était pas une tromperie. Elle était une révélation. La véritable tromperie avait été l'histoire qu'on lui avait racontée. L'histoire qu'il avait été trop disposé à croire parce qu'elle convenait à ses propres préjugés sur le monde. La paix qu'il avait si désespérément désirée était remplacée par autre chose. Un trouble, une conscience de sa présence dans chaque coin de la maison, un désir d'entendre sa voix, de voir son sourire. La forteresse froide et logique de son cœur était démantelée pierre par une femme qui n'avait jamais une seule fois élevé la voix contre lui. Sa froideur envers elle avait été un bouclier, mais il commençait à réaliser qu'il ne l'avait pas protégée d'elle. Il s'était protégé de lui-même, de la possibilité terrifiante et exaltante de ressentir quelque chose à nouveau. Un après-midi pluvieux, il la trouva dans la galerie ouest. Un long couloir plein de courants d'air, bordé de portraits de ses ancêtres. Le toit fuyait, comme il l'avait dit, et un goutte-à-goutte régulier dans un seau stratégiquement placé était le seul son. Adela se tenait devant un portrait d'une femme aux cheveux obscurs et au visage doux et intelligent. « Ma grand-mère, dit-il, venant se tenir à côté d'elle, celle qui était à notre mariage. Elle est belle, dit Adela. Elle est redoutable, corrigea-t-il, mais sans animosité. Elle vit dans son propre domaine dans le Surrey. Elle m'écrit chaque semaine pour me demander pourquoi nous ne sommes pas encore venus à Londres. Et que lui répondez-vous? Je lui dis que nous nous installons. » Adela se détourna du portrait pour le regarder. « Le faisons-nous, Pearl » Elle avait utilisé son nom. « Pas votre grâce, Pearl. » Le son de ce nom sur ses lèvres était à la fois surprenant et profondément juste. C'était une offrande d'intimité, une question qui exigeait une réponse honnête. Il la regarda, l'expression sincère et ouverte de son visage, et sut qu'il ne pouvait plus se cacher derrière son titre ducal. « Non, dit-il, sa voix calme. Nous ne le faisons pas, et c'est entièrement de ma faute. » Il prit une profonde inspiration. Les excuses qu'il avait répétées 100 fois dans le silence de son esprit sortirent enfin. « Je vous dois des excuses, Adela. Je me suis comporté de manière abominable. On m'a raconté un mensonge et j'ai choisi de le croire. Je vous ai jugé sans preuve et je vous ai traité sans courtoisie ni respect. Il n'y a aucune excuse pour cela. Je suis profondément désolé. » Elle scruta son visage, ses yeux verts pleins d'une sagesse qui semblait bien au-delà de son âge. Elle n'offrit pas un pardon facile. Elle hocha simplement la tête, un petit geste d'acceptation. « Vous avez cru ce qu'on vous a dit, dit-elle. C'est un piège facile dans lequel tomber. Mais j'ai vu la vérité le jour de notre mariage, insista-t-il, sa voix rauque de remords. Et j'ai choisi de croire que vous étiez la menteuse, pas votre oncle.
J'étais en colère que ma transaction simple et sans complication soit soudainement devenue compliquée. « Est-ce toujours si compliqué ?» demanda-t-elle doucement. Il la regarda vraiment, et ses dernières défenses s'effondrèrent. « Oui, dit-il, un fantôme de sourire touchant ses lèvres. C'est plus compliqué que je n'aurais jamais pu l'imaginer, et je trouve que cela ne me dérange pas le moins du monde. » Dans cette galerie humide et résonnante, avec la pluie tambourinant sur le toit et ses ancêtres observant depuis leur cadre doré, le duc de Chasewood rencontra enfin vraiment sa femme. Et il sut avec une certitude qui le secoua jusqu'au plus profond de son être qu'il était en train de tomber amoureux d'elle. Le moment de paix fut brisé une semaine plus tard par l'arrivée inattendue d'une voiture. Pearl, la voyant de la fenêtre de son bureau, sentit un nœud froid d'angoisse se former dans son estomac. Il reconnut les armoiries sur la porte. C'était Rupert Lanbury. Il était venu sans y être invité. Adela était dans le jardin, dirigeant les jardiniers qui défrichaient les parties envahies par la végétation quand son oncle la trouva. Il fondit sur elle comme un oiseau de proie, son visage pincé de fureur. « Que signifie tout cela » siffla-t-il, sa voix basse et venimeuse. Il fit un geste vers l'activité environnante. « Jouez à la grande dame, je n'ai pas reçu un seul mot de vous depuis que vous avez quitté ma maison. Et mes lettres au duc restent sans réponse. » Adela affronta sa fureur avec un calme qu'elle ne ressentait pas. « J'ai été occupé, mon oncle, à mettre de l'ordre dans ma nouvelle maison. »« Votre maison » ricana-t-il. « C'est sa maison. Vous êtes ici par sa tolérance. Un fait que vous semblez avoir oublié. Vous étiez censé être une épouse calme, reconnaissante et gérable. Au lieu de cela, j'entends des rumeurs selon lesquelles vous avez pris le contrôle, que vous l'avez enroulé autour de votre petit doigt. « Le duc et moi avons un accord, dit-elle, sa voix froide. « Je suis sûr que oui, dit Rupert, ses yeux brillants de malice. Tu as bien joué ton rôle, je te l'accorde, la mariée rougissante et cachée. Mais le jeu est terminé. Tu as ce que tu voulais. Maintenant, parlons de mes dépenses. J'ai engagé des coûts importants pour arranger ce mariage, pour t'entretenir pendant toutes ces années. Une dette de gratitude est due, et elle doit être payée. » Il essayait de la faire chanter, de réaffirmer son contrôle par des menaces et de l'intimidation. La vieille peur, le sentiment familier d'être piégée, la submergea. Mais c'était différent maintenant. Elle n'était plus la jeune fille de la maison de Bloomsbury. « Je ne vous dois rien, mon oncle, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement, mais ferme. « La fiducie est dissoute. Ma fortune est la mienne. Vous n'en verrez plus un sou. » Son visage se crispa de rage. « Ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai faite duchesse. Tu ne serais rien sans moi, une vieille fille sans le sou. N'oublie pas que je sais des choses sur toi, sur ta mère, des choses que le bon duc pourrait ne pas trouver si respectables. » C'était une menace vide, mais elle était lancée avec l'intention de blesser. Adela tressaillit. « Cela suffit, Lanbury. » La voix était calme, mais elle coupa l'air comme un fouet. Pearl se tenait à moins de 10 pieds de là, près de la haie d'if. Il avait tout entendu. Son visage était pâle, ses yeux sombres brûlant d'une fureur froide et contrôlée qui était bien plus terrifiante que la rage bredouillante de Rupert. Il s'avança vers eux, ses pas mesurés. Il ne regarda pas Adela. Toute son attention était portée sur son oncle. « Vous n'êtes pas le bienvenu dans cette maison, » dit Pearl, sa voix dangereusement douce. « Vous êtes venu ici pour menacer ma femme, la duchesse de Chasewood. Vous partirez maintenant. » Le ton fanfaron de Rupert s'estompa, remplacé par un ressentiment maussade. Il avait aussi mal jugé le duc que sa nièce. Il avait supposé qu'un homme qui accepterait d'épouser une mariée banale était un homme faible. Il apprenait trop tard qu'il avait très tort. « Je suis son tuteur, » balbutia-t-il. « Sa famille. »« Vous n'êtes rien pour elle, » déclara Pearl, sa voix comme des éclats de glace. « Elle est ma famille maintenant. Si jamais vous tentez de la contacter, ou de me contacter à nouveau, si vous soufflez un seul mot contre son nom en public ou en privé, j'utiliserai toute l'étendue de mon influence et de mes ressources pour vous détruire complètement. Je ruinerai votre crédit. Je vous ferai exclure de tous les clubs de Londres. Je veillerai à ce que chaque porte de la bonne société vous soit claquée au nez. Suis-je clair? » Rupert pâlit. Il regarda le visage implacable du duc, puis celui d'Adela. Elle n'avait plus peur. Elle regardait son mari, son expression un mélange de choc et d'émerveillement naissant. Elle était défendue, elle était protégée. Sans un autre mot, Rupert se retourna et s'éclipsa.
un petit homme vaincu se retirant d'une bataille qu'il avait déjà perdue. Pearl le regarda partir. Puis, il se tourna vers Adela. Il tendit la main et prit la sienne. La sienne était chaude et forte. « Tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix perdant son tranchant, s'adoucissant d'inquiétude. Elle ne put cocher la tête, la gorge serrée par l'émotion. « Il ne vous dérangera plus, » promit-il. Il baissa les yeux sur leurs mains jointes. Il avait raison sur une chose, cependant. Elle leva les yeux vers lui, son cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que c'est ? Vous m'avez bien enroulé autour de votre petit doigt, » dit-il. Et cette fois, c'était un sourire plein et sincère. Un sourire qui transforma son visage sérieux, le faisant paraître plus jeune, presque enfantin. « Et je suis à vous, Adela, complètement et irrévocablement. » Elle serra sa main, son propre sourire perçant enfin. « Et je suis à vous, Percival. » Ils restèrent là un long moment dans le jardin ressuscité. Un mari et une femme, une équipe. La guerre n'était pas finie, mais ils affronteraient la prochaine bataille ensemble. Leur retour à Londres fut une campagne stratégique planifiée avec une précision militaire. La duchesse douairière Augusta, une femme à l'esprit vif d'un maréchal de campagne et à l'influence sociale d'une reine, était leur plus grande alliée. Ayant été informée de la situation par une longue lettre franche de son petit-fils, elle était incandescente de rage contre Rupert Lanbury et farouchement protectrice de sa nouvelle petite-fille par alliance. « L'homme est une vipère », avait-elle écrit en retour de sa main élégante et déliée, « et le tout Londres est un nid de vipères. Nous ne devons pas simplement nous défendre, nous devons attaquer. Nous organiserons un bal ici à Chasewood House. Nous réintroduirons la duchesse à une société qui pense la connaître. Nous leur montrerons à quel point ils ont tort. » Rupert, fidèle à sa nature, n'était pas parti discrètement dans la nuit. Humilié et furieux, il avait passé les semaines suivantes à empoisonner les puits des ragots de la société. L'histoire qu'il racontait était un chef-d'œuvre d'invention malveillante. La nouvelle duchesse de Chasewood, chuchotait-il, n'était pas seulement banale. C'était une mégère rusée et de mauvaise humeur. Elle avait piégé le pauvre duc, un homme au goût simple, et maintenant elle lui menait la vie dure. C'était une rustre de la campagne sans éducation, qui avait refusé de venir à Londres parce qu'elle en manquait la grâce. Il la dépeignit comme une source d'embarras, un boulet au pied du noble duc. Et la société, avide de scandales, avait avidement consommé les mensonges. Les salons de Mayfair bourdonnaient de spéculations. Tout le monde était désespéré de voir la duchesse laide et acariâtre par eux-mêmes. La nuit du bal arriva. Chasewood House, qui avait été sombre pendant des saisons, était illuminé de 1000 feux. Des centaines de bougies scintillaient dans les lustres en cristal. Leur lumière se reflétait sur les parquets polis et les miroirs dorés. L'air était épais de l'odeur de la cire d'abeille et des fleurs de serre. Toute la société londonienne était là, attirée par l'attrait irrésistible d'un potentiel désastre. À l'étage, dans sa loge, Adela se tenait devant un miroir en pied. Elle n'était pas la même femme qui avait quitté Londres dans une robe de soie grise. Les mois à Thorncraft, la joie tranquille de sa relation naissante avec Pearl, le simple fait d'être vue et appréciée pour qui elle était, l'avait transformée. Une nouvelle confiance rayonnait d'elle, une assurance sereine qui était plus fascinante que n'importe quelle beauté conventionnelle. Sa robe était un témoignage de cette transformation. À sa demande, elle n'était ni blanche ni pastel, les couleurs typiques d'une nouvelle mariée. C'était un vert émeraude profond et lumineux, la couleur de la mousse dans les bois de Thorncraft. La soie chatoyait à chacun de ses mouvements, coupée dans un style grec simple et élégant, qui tombait d'une taille haute jusqu'au sol. Elle n'avait besoin ni de dentelle, ni de froufrousse, ni d'artifice. Ses seuls bijoux étaient une paire de boucles d'oreilles en perles et le médaillon de sa mère, discrètement glissé à l'intérieur de son corsage. Ses cheveux au beurre n'étaient pas torturés en boucles élaborées, mais simplement relevés, révélant la ligne gracieuse de son cou. Elle était belle, mais plus que ça, elle ressemblait à elle-même. Pearl vint se tenir derrière elle. Il était magnifique en tenue de soirée formelle, ses cheveux au burne foncé captant la lumière des bougies. Il rencontra ses yeux dans le miroir, les siens remplis d'un mélange de fierté, d'adoration et d'amour qui lui serrait encore le cœur. « Êtes-vous prête ?» demanda-t-il doucement. Elle prit une profonde inspiration. « Je suis nerveuse. »« Moi aussi, » admit-il, la surprenant. Il prit ses mains, sa poigne chaude et rassurante. « Mais nous les affronterons ensemble.
Rappelez-vous simplement que vous n'êtes pas en procès ici. Eux le sont. Vous êtes la duchesse de Chasewood. Vous êtes ma femme et vous êtes la femme la plus intelligente, courageuse et belle que j'ai jamais connue. Laissez-les regarder. Laissez-les voir ce que je vois. Il se pencha et l'embrassa. Un baiser lent et tendre, qui était une promesse et une prière. En bas, la salle de bal était bondée. L'orchestre jouait une valse, mais peu de gens dansaient. Toute l'assemblée était massée près du grand escalier, les visages tournés vers le haut dans une attente collective. Rupert Landbury se tenait près de l'entrée, un sourire suffisant et vindicatif sur le visage, entouré d'un petit cercle de ses comparses. Il était prêt à savourer son moment de triomphe, l'humiliation publique de la jeune fille qui avait osé le défier. La duchesse douairière se tenait au bas de l'escalier, le dos droit comme un nid, un diadème de diamants scintillant dans ses cheveux blancs. Elle scrutait la pièce d'un regard impérieux, défiant quiconque de mal se comporter. Puis la voix du majordome retentit. Sa grâce, le duc de Chasewood, et sa grâce, la duchesse de Chasewood. Un silence tomba sur la pièce. Tous les yeux étaient fixés sur le haut de l'escalier. Ils apparurent. Pearl, grand et imposant, chaque centimètre le duc puissant, et à son bras, Adela. Le silence n'était plus simplement d'attente. C'était un silence de choc collectif et profond. Ce n'était pas la femme à laquelle il s'attendait. Ce n'était pas la campagnarde banale, sans dot et maladroite. La femme qui descendait les escaliers était une vision de grâce et d'élégance. Sa tête était haute, son expression sereine. Elle se déplaçait avec une aisance naturelle qui faisait paraître toutes les autres femmes de la pièce, soudainement trop habillées et trop apprêtées. Le vert émeraude de sa robe était une déclaration audacieuse et confiante dans une mer de soie pâle. Elle était, en un mot, stupéfiante. Un murmure bas et étonné parcourut la salle de bal, le son d'une centaine de mensonges chuchotés, mourant en même temps. Le sourire de Rupert Landbury se figea, puis s'effondra. Il la regarda fixement, son visage un masque d'incrédulité et de fureur. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas la créature qu'il avait créée, le fantôme qu'il avait gardé dans l'ombre. C'était une reine, et elle les regardait tous de haut, avec un calme et une assurance royale qui démantelaient complètement son récit. Pearl conduisit Adela en bas des escaliers. Il ne se pressa pas. Il savoura le moment, ses yeux ne quittant jamais le visage de sa femme. Un regard de dévotion non dissimulé, visible de tous. Leur front uni était une forteresse. Les rumeurs d'un duc piégé et malheureux s'évaporèrent face à un amour si évident et palpable. Ils atteignirent le bas de l'escalier, où la douairière attendait. Le visage sévère d'Augusta s'illumina d'un sourire rare et brillant. Elle prit la main libre d'Adela. « Ma chère, dit-elle, sa voix portant à travers la pièce silencieuse. Bienvenue à la maison. » C'était une onction publique, une acceptation, une déclaration d'allégeance. Le tout Londres, toujours servile aux signaux de ses matriarches les plus puissantes, comprit instantanément que la bataille était terminée. La nouvelle duchesse avait gagné. L'orchestre, suivant le signal de la douairière, entama une nouvelle valse. Pearl conduisit Adela sur la piste. « Vous les avez laissés sans voix », murmura-t-il à son oreille en l'entraînant dans la danse. « C'est vous qu'ils regardent », répondit-elle, sa main posée sur son épaule. « Ils ne vous ont jamais vu sourire autant. Je n'ai jamais eu autant de raisons de sourire. » Ils dansèrent, inconscients des yeux posés sur eux. Deux personnes dans un monde à part. Ils se déplaçaient en parfaite harmonie, une expression physique de l'union intellectuelle et émotionnelle qu'ils avaient forgée dans les pièces calmes de Thorncraft. De l'autre côté de la pièce, Rupert les regardait, le visage cendré. Sa défaite était totale et absolue. Il tenta d'approcher un groupe de connaissances, mais ils lui tournèrent le dos, soudainement fascinés par un arrangement floral. Il était un paria. Le poison qu'il avait tenté de répandre n'avait infecté que lui-même. Il y avait une tristesse silencieuse dans sa ruine. C'était un petit homme avide, poussé par la peur et la cupidité. Et en essayant d'enfermer une autre personne, il n'avait réussi qu'à s'exclure de tout ce qu'il convoitait. Il se retourna et sortit de la salle de bal, un fantôme quittant sa propre hantise. Plus tard dans la soirée, debout sur un balcon donnant sur les jardins, Adela respira l'air frais de la nuit. Pearl vint se tenir derrière elle, enroulant ses bras autour de sa taille. « La fosse au lion n'était pas si effrayante après tout, » dit-elle, se penchant contre sa poitrine. « C'est parce que vous étiez la lionne, dit-il.
ses lèvres effleurant ses cheveux. Elle se tourna dans ses bras pour lui faire face. « Merci, murmura-t-elle, de croire en moi, de te battre pour moi. Toujours, promit-il. J'étais un imbécile, Adela. Je cherchais une vie sans sentiment. Et tu m'as appris qu'une vie sans sentiment n'est pas une vie du tout. » Il traça la ligne de sa mâchoire avec son doigt. « Tu as déverrouillé plus que ton héritage en m'épousant. Tu as déverrouillé mon cœur. » Elle leva la main vers sa joue, ses yeux brillants de larmes de joie. « Et toi, mon cher mari, tu m'as rendu mon nom. Et puis tu m'as donné le tien. » Il baissa la tête et l'embrassa. Un baiser profond et passionné, plein de tout l'amour qui avait grandi entre eux dans la campagne tranquille, maintenant proclamé au cœur de Londres à la vue du monde entier. Les mensonges avaient été bruyants, mais la vérité qu'ils avaient découverte avait une puissance silencieuse et inébranlable qui lui était propre. La vérité était l'amour. Épilogue. 1 an plus tard, les jardins de Thorncraft étaient en pleine floraison. Ce qui avait été un désert de mauvaises herbes et de décomposition était maintenant un chef-d'œuvre de couleurs et de design. Des rangées ordonnées de lavandes parfumaient l'air, et une profusion de roses, blanches, roses et d'un rouge velouté profond grimpaient sur les anciens murs de pierre. Les fontaines, leurs bassins de pierre réparés, envoyaient maintenant des jets d'eau scintillants dans le ciel d'été. Adela, duchesse de Chasewood, se tenait sur la terrasse nouvellement pavée. Un grand rouleau de dessins d'architecture était étalé sur une table en pierre devant elle. Elle portait une simple robe du matin en mousseline bleu pâle, ses cheveux auburnes, attachés en un chignon pratique mais élégant. Une légère trace de fusain se trouvait sur sa joue. Elle n'était plus seulement la maîtresse de Thorncraft, elle en était la co-créatrice, sa visionnaire. Les rénovations de la maison étaient bien avancées, guidées par ses plans méticuleux. La galerie ouest ne fuyait plus. Ses poutres pourries avaient été remplacées, et ses murs fraîchement plâtrés attendaient une nouvelle collection d'art. La lumière et l'air remplissaient maintenant des pièces qui avaient été sombres et humides pendant des décennies. La maison respirait à nouveau. Elle entendit ses pas sur le chemin de gravier avant de le voir. Elle leva les yeux, son visage s'illuminant d'un sourire chaleureux et accueillant. Pearl avait changé autant que la maison. L'homme sombre et las qui avait épousé une étrangère avait disparu. À sa place, se trouvait un homme à l'aise avec lui-même et avec le monde. Son expression sérieuse était le plus souvent adoucie par un contentement tranquille. Le poids de son devoir était toujours là, mais ce n'était plus un fardeau. C'était une joie partagée. Il vint se tenir à côté d'elle, ses bras glissant autour de sa taille. Il déposa un baiser sur sa joue tachée de fusain. « Vous planifiez votre prochaine conquête ?» murmura-t-il, regardant les dessins. C'étaient les plans d'une nouvelle école dans le village. Une école nécessaire, dit-elle. Les enfants méritent mieux qu'une pièce pleine de courants d'air à l'arrière de l'église. Et vous veillerez à ce qu'il l'est, dit-il, sa voix pleine de fierté. Il regarda les plans, puis son visage. Augusta écrit que Londres est désolée sans vous. Elle dit que vous avez gâché la saison, car personne d'autre n'est à moitié aussi intéressant. Adela rit. Votre grand-mère est une flatteuse éhontée. De plus, je n'ai aucun désir d'être intéressante pour le tout Londres. Tout l'intérêt dont j'ai besoin est ici même. Ils restèrent un moment dans un silence confortable, regardant le paysage. Ils guérissaient ensemble. Les champs étaient verts et productifs, les chaumières des tenanciers réparées et blanchies à la chaux, leur jardin débordant de légumes. Thorncraft devenait ce qu'il avait toujours été censé être. Pas seulement une résidence ducale, mais une communauté prospère et florissante. « Est-ce que ça vous manque parfois ?» demanda-t-il doucement. « La vie que vous auriez pu avoir si vous n'aviez pas été forcé dans cet arrangement. » Elle se tourna pour lui faire face, son expression sérieuse. Elle prit son visage entre ses mains. « Forcé ? Mon chéri, c'était le premier vrai choix que j'ai jamais fait. J'ai choisi de m'échapper. J'ai choisi de tenter ma chance avec un duc froid et distant. » Elle sourit. « C'était la meilleure décision de ma vie. Je ne changerai pas un seul moment. Pas les robes grises, pas le silence horrible dans la voiture, pas même la cruauté de mon oncle. Parce que tout cela m'a mené ici, à vous. » Il la serra contre lui, le cœur plein. La vie calme et paisible qu'il avait cru vouloir aurait été une chose pâle et sans vie comparée à celle-ci. Cette vie vibrante, stimulante et joyeuse avec elle, elle ne lui avait pas apporté la paix. Elle lui avait apporté la passion, le rire, un but. Elle l'avait ramené à lui-même. « Je t'aime, Adela. »
murmura-t-il contre ses cheveux. Et je t'aime, Pearl. La vérité, une fois révélée, n'avait pas été un éclair de lumière momentanée. C'était une flamme stable et durable, qui les réchauffait tous les deux. Un phare dans la maison qu'ils avaient construite, non pas de pierre et de bois, mais de confiance, de respect et d'un amour qui avait tranquillement, patiemment, survécu à tous les mensonges du monde. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'au bout. Dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez et ce que l'histoire vous a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.